Justice pour Naël. À Nanterre, le prénom de son fils s'affiche partout. Naël, 17 ans, tué par un policier. Nous avons le centre aéré de Naël quand il était petit, juste sur la droite. Des souvenirs, des très bons souvenirs. Mounia, la mère de Naël, nous emmène là où a grandi son fils et là où il est mort le 27 juin dernier. C'est là où il l'a tué. C'est là où il a eu l'accident. C'est là où il l'a tué. C'est la première fois que je passe par là. Voilà. C'est juste là. Au pied de ce poteau, des fleurs déposées par Mounia et ses proches en mémoire de Naël. Une mort qui a déclenché une semaine d'émeutes dans toute la France. Quatre mois après les faits, nous avons eu accès aux auditions des policiers impliqués. Nous avons pu consulter des documents inédits sur la course-poursuite à l'origine du décès et avons rencontré des témoins clés du drame. Pour la première fois, la mère de Naël a aussi accepté de se confier au cœur de son quartier. Son fils unique, qu'elle a élevé seule, est né et a grandi à Nanterre. Ils avaient une relation fusionnelle. Nous habitons juste ici. J'ai mis une grande banderole Justice pour Naël. C'est très important pour qu'il sache que je lâcherai pas. Je lâcherai pas l'affaire. Mounia veut nous montrer un autre endroit du quartier où les amis de son fils ont voulu lui rendre hommage. Le terrain où il joue au tennis, et nous avons fait ça à sa mémoire. Le portrait de Naël. S'il était beau. Moi, j'ai fait ma vie. C'était à son tour d'avoir une belle vie. Là, il l'a plus. On se confiait, on se parlait de tout. C'est très dur de le voir là, en sachant qu'il n'existe plus. C'est quoi sur le mur? Ouais, t'as vu? C'est qui a fait ça? Je sais, essaye de l'effacer, s'il te plaît. Essaye de mettre un truc. Naël n'a jamais été condamné par la justice. Mais Mounia et l'une de ses amies remarquent un détail, visible au milieu de son visage. Une inscription « C'était un voyou, petit con », le symbole d'une affaire qui divise la France. Ouais, moi j'ai vu ce qu'ils ont écrit. Ça me met à... Voilà ce que je reçois. Voilà. Je reçois beaucoup de lettres de menaces aussi, des insultes. Voilà. Qui vous disent quoi alors? Grosse salope, sale arabe. Un arabe de moins. On ira pisser sur sa tombe. À ton tour. Comment vous vivez ça? J'ai eu pire. J'ai eu le décès de mon fils, monsieur. C'est pire. C'est la pire des choses. Depuis un an, le jeune homme n'était plus scolarisé. Il travaillait comme livreur en scooter. Ses amis ont eux aussi accepté de nous rencontrer, dont Ali, que Naël surnommait Tonton. Ah là, il y a une photo de lui, là. Voilà. Il était jeune là, non? Ouais, il était jeune. C'était au collège, non? Ouais. Il était au collège. Moi, j'ai une vidéo de lui. On était à la piscine. C'était mon petit frère. Petit frère à tout le monde, là, d'ici. Jamais il disait non, toujours oui. Voilà. Vraiment, 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 la plus grosse passion, c'était la moto. La moto, il aimait trop ça, il prenait tout le temps de moto. Et la moto ou rien? Moto ou rien, il calculait rien d'autre. Le rêve de Naël, ouvrir un garage et passer son permis dès sa majorité. Non, ce petit, là, c'était le meilleur. Là, c'était le meilleur. Tonton a vu son copain pour la dernière fois quelques heures avant le drame, tout comme Mounia, la mère de Naël. Le 27 juin dernier, à 6h30 du matin, cette livreuse s'apprête à partir travailler. On s'est dit au revoir, je t'aime, fais attention à toi. Il m'a fait un bisou sur le front, il est parti. Il m'a dit t'inquiète. Et voilà.
vers les 7h du matin. Je l'ai appelé. Je lui ai dit ça va. Il m'a dit ouais, tranquille, tout va bien, je suis avec mes 2 potes. On est posé. Ok, pas de souci. Au même moment, Nahel récupère les clés d'une voiture puissante et rapide. Une Mercedes jaune comme celle-ci, immatriculée en Pologne et louée 350 € pour 24 heures. Elle va passer entre les mains de plusieurs conducteurs, jusqu'à Nahel. Il n'a pas le permis de conduire et a été convoqué en septembre 2023 devant le tribunal pour enfants pour un refus d'obtempérer commis 2 jours plus tôt. Peu avant 8 heures, Nahel commence à circuler dans Nanterre, à vive allure selon des témoins. 2 motards repèrent la Mercedes qui circule sur la voie de bus. Ils décident de la contrôler. Nahel est accompagné de 2 passagers. Selon les déclarations des policiers aux enquêteurs, la voiture aurait alors grillé un feu rouge et démarré en trombe. Commence une course-poursuite dans la ville, à l'heure de pointe. La Mercedes jaune prend selon eux tous les risques pour leur échapper. Nous avons réactivé les 2 tons pour d'une part prévenir les gens de l'arrivée à vive allure d'une voiture folle et d'autre part pour lui intimer l'ordre de se stopper. À plusieurs reprises, la Mercedes aurait mis en danger piétons et cyclistes, comme semble l'attester la vidéosurveillance de la ville, dont nous diffusons pour la première fois des captures d'écran. Ici, en haut de l'image, un cycliste s'apprête à s'engager sur la piste cyclable. La Mercedes lui coupe alors la route. Quelques secondes plus tard, on aperçoit un piéton qui traverse sur un passage protégé, avant de faire brusquement demi-tour en courant pour éviter la Mercedes qui circule à contresens. Derrière, les motards sont toujours à ses trousses. Quelques centaines de mètres plus loin, à 8h17, la voiture talonnée par les policiers se retrouve coincée dans le flot de la circulation. Les 2 motards mettent pied à terre pour la contrôler. La suite est filmée par un témoin sous un autre angle. Un premier motard se positionne au niveau du pare-brise, l'arme à la main. L'autre au niveau de la portière conducteur. Soudain, la voiture redémarre. Le premier policier tire. La Mercedes part s'encastrer dans un pylône. L'un des passagers, âgé de 14 ans, que Nahel avait pris en stop pour le déposer au collège où il devait passer le brevet, est interpellé. L'autre passager, un ami de Nahel, âgé de 17 ans, prend la fuite. 4 mois après les faits, il a tenu à nous rencontrer. C'est la première fois qu'il s'exprime à la télévision. Nahel, je le regarde, je dis viens on sort. Je vois, il vraiment rien, il bouge pas. Moi j'avais peur pour moi aussi, ils me font ça. Du coup, j'ai ouvert la porte, j'ai couru jusqu'à chez moi. Malgré des tentatives de réanimation, Nahel, touché aux poumons et au cœur, décède à 9h15. Sa mère, Mounia, arrive sur place et s'adresse à un policier. Je lui pose la question, est-ce que mon fils il est vivant ou il est mort? Elle dit, il est parti. Je commence à hurler, à hurler. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, un accident. Ils me disent pas une balle dans le cœur à mon fils, un accident. J'y crois pas, mon fils, j'arrive pas à y croire. Il est parti. Ce tir était-il légitime ou non? Dans la chronologie des faits établie par les policiers de Nanterre sur la base des premiers éléments recueillis, il est indiqué dès 8h22. Le conducteur a essayé de repartir en fonçant sur le fonctionnaire. 2 heures plus tard, cette vidéo amateur publiée sur les réseaux sociaux semble contredire cette version. Ça montre que sans la vidéo, il n'y aurait pas eu d'affaire judiciaire.
Si Naël avait percuté des policiers, le tir policier aurait été légitime. Donc on a tenté, dès le départ, de mentir afin d'exonérer le policier qui a tué Naël. Et ça, c'est totalement scandaleux, c'est illégal, et c'est la raison pour laquelle nous avions porté plainte dès le départ. Le policier, auteur du coup de feu, est placé en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. Le second est entendu comme témoin. À l'issue de ces auditions, le procureur rend ses premières conclusions. En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Le policier qui a tiré est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention à la Santé à Paris. Son avocat, Laurent Franck Liénard, assure que le policier a agi dans le strict respect de la loi. Dès le départ, dès la première audition, il va le dire. Il va dire, pour moi, c'est très clair, il y a 3 dangers qui sont extrêmement graves. D'abord, mon collègue, parce que je tire d'abord pour protéger mon collègue. Je vois la voiture qui part, mon collègue est accroché à la voiture, et j'ai peur qu'il l'emmène. Et je me dis que s'il emmène mon collègue, il va le tuer. Donc là, je ne dois pas laisser repartir ce véhicule. Le deuxième motif du tir, c'est les autres usagers. Il se dit, si cette voiture folle, qui a déjà manqué de tuer des gens, repart, elle va tuer une famille. Et la troisième raison pour laquelle il tire, c'est lui-même. Et il dit, moi, au moment où je tire, je suis sur le capot, il y a un mur derrière moi, et s'il braque les roues à gauche, il m'écrase. Donc, je ne peux pas faire autrement que de tirer. Après avoir été militaire, notamment en Afghanistan, ce brigadier est entré dans la police il y a 10 ans. Il était employé comme motard, ici à la compagnie de sécurité routière des Hauts-de-Seine. Auparavant, il exerçait à la Brave M de Paris, une brigade motorisée spécialisée dans les affrontements. C'est un policier qui a été félicité, qui n'a jamais eu la moindre remontrance. Il n'a aucun problème disciplinaire, aucun problème de comportement. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte contre lui dans le cadre de ses fonctions. Il est un fonctionnaire exemplaire. C'est un bon père de famille, c'est un bon copain, c'est quelqu'un qui est plaisant de contact, c'est quelqu'un qui est calme. Pour faire la lumière sur le tir mortel, les enquêteurs de l'IGPN tentent de comprendre ce qu'il s'est dit entre policiers et occupants de la voiture. Menace de mort, ordre de tirer donné par l'un des policiers ou injonction de couper le moteur. Sur la vidéo, le son est à peine audible. Lors d'une première exploitation, les enquêteurs ont retranscrit les propos de 3 personnes sans pouvoir déterminer qui s'exprime. D'abord une première voix. Une balle dans la tête. Et plus tard, tu vas prendre une balle dans la tête. Une seconde voix. Coupe, coupe. Et enfin une troisième. Pousse-toi. Lors de notre rencontre il y a quelques jours, le passager nous a confié se souvenir d'autres mots. Il assure que le policier, situé au niveau de la portière, n'a pas dit « coupe ». Il a dit « shoot-le ». Ils ont dit qu'ils allaient le shooter. Il allait lui mettre dans la tête. Et il lui a tiré dessus. Vraiment, pour moi, voir un policier tirer, pour moi, je n'allais jamais voir ça. Ici, à Nanterre. Et vous êtes sûr d'avoir entendu ça? Je suis sûr de moi. Le passager, qui s'est constitué partie civile, a livré cette même version devant l'IGPN. De leur côté, les 2 motards contestent avoir tenu le moindre propos menaçant. Une expertise technique de la vidéo est toujours en cours à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Elle pourrait être déterminante, si la bande-son s'avère exploitable, pour éclairer le rôle du policier qui n'a pas tiré. Sur la base de ce qu'on entend, mais nous ne sommes pas les techniciens, nous avons l'impression que ce deuxième policier incite son collègue à tirer sur Naël. Si l'expertise le confirme, nous demanderons bien entendu des poursuites judiciaires contre le deuxième policier pour complicité. J'ai rien contre la police, je l'ai déjà dit et je le redis encore. Je n'ai rien contre la police, mais j'ai haine contre ces 2 policiers-là. Pourquoi Naël a-t-il redémarré la voiture? L'a-t-il fait volontairement? Le passager assure que les 2 policiers auraient asséné à Naël des coups de crosse, ce qui l'aurait sonné
et lui aurait fait perdre le contrôle de la Mercedes. Selon l'avocat de la mère de Naël, des traces de coups seraient attestées par l'autopsie. Un médecin a examiné le corps, un médecin légiste, et il a pu constater des traces de violence sur le bras de Naël, notamment. Nous savons donc que ces traces peuvent résulter de coups portés par les policiers. On peut donc s'interroger aujourd'hui sur la notion même de refus tempéré, dans la mesure où si Naël démarre ce véhicule lorsqu'il reçoit des coups, la qualification de refus tempéré est discutable aujourd'hui. Les policiers réfutent avoir donné le moindre coup à Naël. Celui qui a ouvert le feu maintient que son tir était légitime, mais assure ne jamais avoir voulu attenter à la vie du conducteur. Il ne peut que regretter puisqu'il est en prison aujourd'hui. Et donc, évidemment, s'il pouvait remonter le temps, il laisserait cette voiture partir. Il laisserait cette voiture partir au gré de la volonté du conducteur et advienne que pourra. Au moins, il serait resté avec sa femme, il serait resté avec son enfant, il aurait une vie sociale normale, il continuerait à gagner de l'argent et il ne serait pas mis en danger. Ce tir était compliqué. Tuer quelqu'un, c'est insupportable, c'est une infraction psychologique majeure. Pour lui, qui a toujours vécu en se disant qu'il allait protéger les autres, il n'imaginait pas de tuer quelqu'un un jour. Et ce tir, évidemment, ça constitue pour lui un vrai traumatisme. Est-ce qu'il regrette de l'avoir fait ? Il me dit « je n'avais pas d'autre choix ». Le refus d'obtempérer, ça ne va jamais valoir permis de tuer sur le territoire français. On a un tir de sang-froid qui, en aucun cas, ne respecte les dispositions prévues par notre état de droit. Selon nos informations, une nouvelle demande de mise en liberté du motard, détenu depuis 4 mois, doit être examinée par la Cour d'appel de Versailles dans les jours qui viennent. On fait de ce policier qui a consacré sa vie, qui a voué sa vie à la sécurité des autres, on en fait un criminel et on le met en détention. C'est évidemment pas sa place. Une perspective de remise en liberté à laquelle la mère de Naël ne veut pas se résoudre. J'accepterai jamais. Il a tué mon fils, il m'a enlevé ma vie. Lui, il va sortir, il va retrouver sa femme, son gosse. Il doit rester en prison. L'ensemble des protagonistes de l'affaire devraient être entendus par les juges d'instruction courant novembre. Le policier qui a tiré reste présumé innocent.